Il y a une grande différence entre adorer Dieu dans une église ordinaire, bien ancrée au sol, et adorer Dieu dans une église perchée à 2580 mètres d'altitude. Pourtant, en Éthiopie, dans la région du Tigré, les chrétiens orthodoxes n'hésitent pas à gravir des hauteurs vertigineuses pour accéder à ces lieux de culte qui, situés en haut de falaises de grès, permettraient de se rapprocher le plus possible du Seigneur. L'église d'Abuna Yematagou, par exemple, est sans doute l'église la plus inaccessible du monde, et pourtant plusieurs fidèles risquent leur vie quotidiennement pour y faire baptiser leur nouveau-né. Lors des cérémonies de baptême, ce sont ainsi les femmes qui prennent le risque d'affronter le vide, bébé dans les bras drapés de blanc. Au pied de l'édifice, la maman escalade la paroi, pieds et mains nus, ce qui rend l'ascension encore plus périlleuse. À chaque fois qu'a lieu un baptême, on a donc secrètement peur que ce soit aussi un triste jour pour la maman. Mais ça, personne ne vous l'avouera. J'espère en tout cas que vous n'avez pas le vertige, car aujourd'hui, nous vous emmenons dans des endroits aussi anciens qu'inaccessibles. Mais comme avec nous tout est possible, alors mettez vos ceintures, on y va. En Géorgie, le moine stylite Maxime Kaftaradze est devenu une véritable célébrité. Et ce n'est pas sans raison. Ce dernier a en fait décidé de s'isoler du monde. Et pour y parvenir, il est allé jusqu'à placer sa demeure au sommet d'un pilier de 40 mètres de haut. Rien que ça, le moins qu'on puisse dire est qu'il est donc coupé du monde. D'ailleurs, pour se nourrir, ce sont ses disciples qui lui font parvenir ses repas. Mais alors, pour quelle raison a-t-il choisi une vie d'ermite? Eh bien, après un séjour en prison, l'homme a eu le temps de méditer et s'est depuis ouvert à ce mode de vie tout à fait original, où il ne quitte son refuge que 2 fois par semaine pour prier avec ses disciples et s'adresser aux pèlerins qui viennent lui demander conseil. Toutefois, il n'est en réalité pas le seul à avoir choisi de vivre dans ce pilier qui, par ailleurs, porte le nom de Katski. En effet, jusqu'au XVe siècle, cet endroit était utilisé par les moines pour s'éloigner de la tentation. Ce moine a donc remis au goût du jour cette ancienne tradition en choisissant de mener une vie totalement isolée. Mais si cela est sans le moindre doute très impressionnant, c'est surtout le monastère lui-même qui surprend le plus d'une personne. Et pour cause, il est l'un des plus stupéfiants qui existent. À son sommet se trouve ainsi une plateforme d'environ 150 mètres carrés, à peine la taille d'un terrain de volley-ball, et pourtant une église orthodoxe y a trouvé place. Elle est connue sous le nom de Saint Maxime le Confesseur. Et vous l'aurez deviné, elle est par la même occasion l'une des plus éloignées du monde et même des plus mystérieuses. Après tout, personne ne peut expliquer exactement comme cette église a pu se retrouver au sommet de la structure monolithique en calcaire. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment grand-chose sur elle, si ce n'est qu'elle a été abandonnée jusqu'à ce qu'un alpiniste et son équipe escaladent l'imposant rocher en 1944 et qu'elle daterait probablement d'un millénaire. Aujourd'hui, la visite est interdite, car la montée du pilier est jugée trop dangereuse, et même si vous êtes autorisé à y accéder, ce n'est pas gagné. C'est un vrai parcours du combattant qui se résume en une randonnée difficile et une montée de 20 minutes sur une étroite échelle en acier. Skellig Michael, ou Great Skelling si vous préférez, est une île située sur la côte sud-ouest de l'Irlande. Elle a la particularité d'être élevée abruptement à 218 mètres au-dessus de l'océan Atlantique et d'avoir entre autres, abrité au Moyen-Âge, un petit monastère chrétien. Aujourd'hui, l'incroyable et sublime Skellig Michael est l'un des 2 seuls sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en République d'Irlande. Ce petit rocher escarpé aux habitats peu végétalisés représente aussi un vrai sanctuaire pour la protection des oiseaux marins, accueillant des espèces importantes et très diversifiées, ce qui explique d'ailleurs la profusion fantastique d'oiseaux sur et autour de l'île. Mais le plus surprenant n'est pas là. Car en fait, à son sommet, se trouve le monastère de Saint-Fionan, où les moines vivaient jadis, priaient et dormaient dans des espèces de huttes en forme de ruches d'abeilles en pierre. Pour voir cela de vos propres yeux, il faut avoir une bonne paire de baskets bien solides, car il vous faudra gravir 618 marches raides et surtout irrégulières. Entre-temps, les moines ont plié bagages vers le XIIIe siècle, mais le monastère est devenu un lieu de pèlerinage et un refuge pour les catholiques. Le Sigiriya ou le Simagiri est le nom de cet immense rocher situé en plein centre du Sri Lanka. Également appelé le Rocher du Lion, cet endroit abrite en fait un site archéologique du 5e siècle qui, par ailleurs, est perché à 370 mètres de haut. À une telle hauteur, on imagine bien que l'ascension de ce sommet est indéniablement grandiose. Toutefois, atteindre les vestiges qui se trouvent dans la forteresse n'est pas une mince affaire. La raison? Eh bien, il faut gravir pas moins de 1300 marches. Plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, pour y accéder, il faut prévoir 3 longues heures. Et autant vous le dire tout de suite, histoire que vous ne soyez pas déçus une fois en haut, le site est quasiment désertique. Cependant, vous pourrez jouir d'une vue panoramique, et pas seulement une fois que vous arriverez au sommet.
Pendant toute l'ascension des parois abruptes du Sigiriya, vous pouvez profiter d'une vue à couper le souffle sur le massif du pic d'Adam, la jungle et les villages alentours. 58 de long, 105 mètres de chaque côté, des murs en briques, c'est ainsi que se présente le bâtiment pyramidal de Hawara. N'ayant actuellement pas du tout l'apparence de la pyramide que nous connaissons tous, celle-ci est pourtant considérée comme un chef-d'œuvre architectural du Moyen Empire. Et pour cause, elle possède un labyrinthe aussi sophistiqué que complexe qui continue de surprendre aussi bien les scientifiques que les amateurs d'histoire égyptienne. En effet, cette pyramide, construite par le 6e pharaon de la 12e dynastie, Amenemhet III, aux alentours de 1850 avant Jésus-Christ, est sans le moindre doute un véritable trésor artistique. D'autant plus que les moyens mis en œuvre pour rendre la pyramide inviolable étaient à l'époque des plus élaborés. Malheureusement, aujourd'hui, cette pyramide ne ressemble que très peu à celle qui fut érigée à cet endroit. À l'origine, elle était ainsi composée de briques recouvertes d'un parement de calcaire et possédait une infrastructure des plus remarquables. Mais au fil des siècles, cette pyramide a quelque peu perdu ses attributs. Néanmoins, elle demeure indéniablement tout aussi surprenante de par sa complexité architecturale. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici l'un des plus grands mystères de l'histoire, le géoglyphe de l'homme de marée. C'est l'étonnante reproduction de 4,2 km de long, d'une silhouette aborigène portant une sorte de bâton de lancer, utilisé jadis pour disperser de petites volées d'oiseaux. D'autres le voient comme un boomerang, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est incroyable dans cette reproduction située dans une zone aride de l'Australie méridionale, c'est qu'elle est apparue en 1998, gravée sur un plateau désertique, par quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. Plus étonnant encore, c'est que personne ne revendique la responsabilité de ce dessin et personne ne prétend avoir été témoin de sa création. Alors, les spéculations et les rumeurs les plus folles ont secoué les sables rouges du désert en raison de la taille du géoglyphe. Quel genre de créature est capable de graver un dessin aussi grand, avec autant de perfection ? L'homme de marée a surtout gagné en popularité sur les vols touristiques, car on ne peut le voir que depuis le haut. Alors, même si vous passez à côté du dessin, vous ne verrez rien depuis le sol. En revanche, à bord d'un avion, vous verrez l'homme géant au contour mesurant 28 km. Plus sauvage et plus vierge que cet endroit vous ne trouverez pas. Tsodilo est un lieu rare et unique un monde, tant son atmosphère est remplie de mystères. Même s'il est difficile à atteindre, les affleurements rocheux de ce lieu magique situé au Botswana ont été visités par les hommes durant des milliers d'années, et ces derniers ne partèrent jamais sans laisser de traces. C'est ce qui explique le foisonnement incroyable d'art rupestre que vous pourrez remarquer une fois que vous le visiterez. Des appareils génitaux masculins aux animaux sauvages qui dansent, les dessins sont très étonnants et intrigants à la fois. Situé précisément dans le désert du Kalahari, Tsodilo Est, par ailleurs, formé d'un socle massif ancien de roches quartzites, bordé d'anciennes dunes à l'est et du lit d'un lac fossilisé à l'ouest. Aujourd'hui, ce lieu, surnommé parfois le Louvre du désert, fascine toujours de nombreuses personnes à travers le monde. Et il faut dire que ce n'est pas à tort. Les formations rocheuses majestueuses à Tsodilo, en plus d'être exceptionnelles et rares dans cette région du monde, ont aussi une vue à couper le souffle. On part cette fois pour le Pérou, là où nous attend cette magnifique forteresse peu connue du grand public, la forteresse de Cuelap. Vous pensiez vraiment qu'on vous parlerait encore du Machu Picchu ? Non, nous avons mieux. La forteresse de Cuelap est un site archéologique inondé de mystères. D'abord, il est difficile à atteindre, car pour pouvoir y accéder, il faut traverser le relief du nord du Pérou et supporter des heures de route, voire des jours entiers, en fonction du moyen de transport pour lequel vous optez. Lorsque vous arrivez enfin au sein du site archéologique, non loin de la ville de Chachapoyas, vous pouvez alors voir cette sublime cité du Xe siècle qui s'étend sur près de 30 000 hectares, dont 6 pour la forteresse. Vous y verrez des ruines laissées à l'état sauvage, enchevêtrées dans les végétations, pendant que la nature essaye de reprendre ses droits petit à petit. Néanmoins, elle en vaut certainement le détour tant elle impressionne par ses innombrables bâtiments et sa vue imprenable sur le paysage. Après tout, c'est là une véritable merveille du Pérou. Voici les îles Heard et McDonald. 6 territoires extérieurs de l'Australie se situent au sud de l'océan Indien, à environ 1600 km de l'Antarctique. Donc, vous imaginez bien à quel point elles sont difficiles d'accès. Non, ce n'est pas impossible de vous y rendre, mais il faut que vous sachiez au préalable tout ce qui vous attend, et cela se résume en plusieurs jours de navigation. J'espère pour vous que vous n'avez pas le mal de mer. Et encore, ce n'est même pas ça le problème. Ces îles sont les seules îles volcaniques subantarctiques en activité.
et elles font partie des rares écosystèmes insulaires vierges du monde, ce qui fait qu'il est strictement interdit de s'y rendre, à part si vous êtes un scientifique et que vous voulez apporter du nouveau à la science en étudiant leur écosystème. Ainsi, vous l'aurez deviné, ces îles sont loin d'attirer les touristiques. Après tout, rares sont ceux qui pourraient s'aventurer dans ces endroits. Et on comprend pourquoi. Quel meilleur endroit pour faire la guerre qu'un glacier situé dans l'un des toits du monde? Nous parlons ici du glacier Siachen, qui depuis 1984 est le champ de bataille le plus élevé du monde, où l'Inde et le Pakistan mènent des combats intermittents. Vous l'avez compris, les deux nations se le disputent. Je ne vois pas pourquoi se disputer un bloc de glace aussi élevé qu'inhospitalier, mais c'est comme ça. Ainsi, la guerre se déroule sans grande surprise au-dessus des nuages, à une altitude comprise entre 4000 et 7000 mètres, et où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 60 degrés Celsius. Et malgré un cessez-le-feu en 2003, les hommes continuent de tomber sur le toit du monde, non pas à cause des combats, mais surtout en raison des conditions climatiques extrêmes, du manque d'oxygène, des dérèglements cardiaques, des œdèmes cérébraux, des avalanches, des glissements de terrain ou des chutes mortelles. Ce n'est donc pas juste la guerre qui rend l'ascension de ce glacier impossible, mais les conditions climatiques suffisent à elles seules à dissuader tout être humain doté de raison de s'y rendre. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces endroits mystérieux impossibles à atteindre et si vous avez quand même envie d'aller tenter votre chance et d'en visiter un. Si oui, dites-nous lequel vous intéresse le plus. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.